Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Qui dit le Conso. Allez hop, je vous emmène en interview, et pas n'importe quelle interview, je vous emmène voir Cody. Cody est l'humoriste, le présentateur télé, documentaliste et plein d'autres événements. Alors aujourd'hui, il est ici en sous-sol, nous allons le retrouver en petite communauté pour un événement très original, car nous allons parler de la culture cinématographique. Comment Cody a fait ses débuts. C'est maintenant, c'est ici, c'est sur Qui dit le Conso, et je vous y emmène. Allez, go, c'est parti les amis, allons-y, avant que ça commence. Effectivement, d'animateurs belgo-congolais à la RTBF, mais je crois que le personnage qui s'est durablement installé dans ce paysage-là, c'est toi. Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est passé? Peux-tu nous dire un petit peu les prémices de tout ça? D'abord, bonjour à tous. Merci Monique, c'est un plaisir d'être là. On est tous un petit peu dans, j'imagine, dans les préparatifs des fêtes, pour ceux qui les font. Mais je pense que c'était important d'être là, quand même présent, parce que ce genre d'initiative, pour moi, c'est salutaire. Et je pense que plus il y en aura, plus ce sera efficace pour nous. On doit apprendre à être ensemble, parce que seul on ne fait rien. Et donc, vraiment, j'encourage tous ceux qui font ce genre d'initiative à les multiplier. Et je pense qu'on pourra faire avancer les choses. Alors, tu disais tout à l'heure une des plus grosses têtes d'affiche. Non, la plus grosse tête d'affiche. S'il vous plaît, n'ayons pas peur des mots. Il faut quand même assumer. Et je vais, j'exagère un peu, je provoque un peu, mais un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin on me le dit souvent d'ailleurs, c'est fou parce que quand vous faites un blanc, on ne voit pas que vous êtes noir. Si vous faites Belmondo, je vois un blanc. Vous faites Depardieu, je vois Depardieu. Et je dis, mais en fait, vous savez, voyez que je suis noir, mais voyez aussi qu'on s'en fout, et que c'est possible, et que je suis un comédien. C'est ça, en fait, mon but. C'est pas d'effacer quoi que ce soit, c'est justement de montrer, de normaliser, et peut-être de multiplier les cas comme moi. Souvent, quand j'ai des discussions avec les dirigeants de la RTBF, on parle, enfin maintenant ça change un petit peu, hein, mais on parlait il y a quelques années encore, je disais voilà, il faut, je ne suis pas le représentant, le porte-drapeau, j'aimerais qu'il y ait quand même un peu plus de diversité, non seulement à l'écran, mais surtout derrière l'écran. Là où les décisions se prennent, là où les choix se font. C'est comme ça qu'on arrive finalement à normaliser, à équilibrer et à rendre plus réaliste par rapport à la société dans laquelle on vit ce qui se passe à l'écran. Et on le voit d'ailleurs chez Tarmac où là, ce mouvement est en place, initié par notre cher Thomas qui est là, et on voit qu'il y a... Pardon. C'est pas moi. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives derrière, mais devant l'écran ou devant le micro de la radio, etc. Alors moi, je suis arrivé un petit peu, pas par hasard, parce que j'ai toujours cherché à faire ça, j'ai voulu le faire. J'avais aucune connaissance, aucun contact. Et je faisais un petit peu de figuration, j'ai commencé à écrire un one-man show. J'ai rencontré mon producteur à l'époque, donc c'était il y a 15 ans bientôt. Et un producteur qui travaillait dans un autre milieu qui m'a dit, moi je vais me lancer dans le spectacle vivant, viens faire la première partie de l'artiste que je vais produire. Et donc j'ai fait la première partie d'un artiste qui s'appelait Alexis. On a démarré avec ces spectacles, et moi j'avais le sentiment que ce que je faisais plaisait. J'avais 15 minutes sur scène, et comme ça plaisait, je me suis dit, bon, là maintenant j'ai mis un pied dedans, maintenant il va falloir écrire 1 heure, c'est un autre défi.
Et encore une fois, je pense que c'est une somme de travail, de chance et de rencontres aussi. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut se mélanger, il faut chercher, il faut parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. On ne sait jamais sur quelle oreille ça tombe. Et voilà. Et donc, on a démarré à ce qui s'appelait Kings of Comedy, une boîte de prod. Et on a commencé à faire plein de spectacles. Et puis, moi, je vous dis, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Bon, ça n'a pas été rapide, hein, ça a mis quand même 3-4 ans, ce qui n'est pas énormément, mais quand même, mais quand même. Et du coup, j'ai fait partie d'une petite bande d'humoristes avec laquelle on faisait plusieurs spectacles un petit peu partout en Belgique, et puis on allait faire des comédie clubs en France. Et c'est comme ça que tout a démarré pour moi. Ensuite, la radio est arrivée, et là j'ai rencontré Jérôme Noirzé à la radio. Non, j'ai rencontré avant, parce qu'on avait une petite troupe qui s'appelait l'Agence Tout Rire, et on faisait des spectacles, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là. On s'est liés d'amitié, et le jour où il a eu envie de faire le Cactus, on faisait quelque chose, on a décidé de faire quelque chose qu'on faisait déjà. Et donc c'était quand même plus simple, c'était comme une évidence. Donc finalement, de ce que tu dis, c'est que tu as fait partie d'une génération dorée d'humoristes belges, puisque le Kings of Comedy, il n'y a pas que toi qui a émergé, il y a quand même plusieurs. On dirait presque que c'est comme, il y a des équivalents. Je sais pas, il y avait une sorte de café théâtre en France à un moment donné. Non, encore avant là, où il y avait des tas de comiques qui sont sortis de là, le Père Noël et une ordure et tout ça. C'était ces acteurs-là. Le Splendide. Voilà, ça. Apparemment, c'est presque l'équivalent de Splendide quand on voit les grandes figures de l'humour qui sont sorties de là. Est-ce que tu te considérais dès le départ comme quelqu'un de l'humour quand tu étais encore à l'école, en secondaire, en imaginant ton futur? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête? Oui, moi j'étais très timide enfant, et je me suis... j'ai eu un cours de art d'expression, ça s'appelait. Je crois en 2e ou 3e secondaire. Ce qui a changé tout, c'est-à-dire qu'on apprenait un peu d'expression scénique de la scène, on faisait des petites scènes, et puis on a appris le cinéma, les mouvements de caméra, décortiquer des films. Je me rappelle avoir vu la version longue de Laurence d'Arabie pendant 3 heures avec l'école. On voyait les plans séquences interminables de Omar Sharif. Et en fait, ça m'a donné envie de faire ce métier, pas directement par l'humour, mais je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais quand même une force, une arme de séduction massive, qui était l'humour. Ça permettait d'aller vers les gens, ça me permettait d'être moins timide, ça me permettait de me faire des amis, ça me permettait de m'imposer un peu. Donc l'humour, oui, rapidement est devenu une ambition. Oui. Et la rencontre avec Kings of Comedy, ça s'est fait comment? Alors la rencontre avec Kings of Comedy, en fait moi j'avais envie de faire ce métier, j'avais envie d'être plutôt comédien, théâtre et cinéma. Ça, c'était mon rêve, mais je ne savais pas comment faire. Et j'ai eu l'idée de faire une capsule d'humour, vous savez, une petite capsule qui dure 3 minutes. L'idée c'était de raconter des contes et des légendes d'Afrique, mais condensées en 3 minutes avec une petite morale à la fin. Et j'ai tourné ça avec 2 amis, avec une vieille caméscope, une vieille caméra, parce que je vous parle d'il y a quand même plus de 15 ans, 16-17 ans. Je fais pas mon âge, mais bon. Et donc on a commencé à tourner ça. Et j'ai été le montrer à plusieurs personnes, et je suis tombé sur un type qui était avec moi à l'école, mais qui était un peu plus âgé, et qui m'a dit, voilà, moi je vais me lancer dans la prod, et je vais créer une boîte qui s'appelle Kings of Comedy. C'est comme ça que je suis rentré. Je lui ai montré, il m'a dit, ok, oublie ce truc-là, ta vidéo, ça va pas du tout. mais t'as de l'humour, donc viens, essaye d'écrire un truc, et puis tu viens faire des premières parties. Donc c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et voilà, on a grandi ensemble, Kings of Comedy. Combien d'années?
pendant pendant combien 7 ans. 7 ans. Ouais. Le temps de faire des scènes en Belgique, et puis de faire des festivals d'humour en Belgique, et puis des festivals d'humour en France. On est allé jusqu'à Montréal, au festival Juste pour Rire. On a été même à Keene, parce qu'à un moment donné, Kings of Comedy a fait un partenariat avec un festival d'humour à Keene qui s'appelle Toseka, qui n'existe plus malheureusement, mais que j'espère qu'il sera relancé un jour. Et j'ai moi-même envie d'en relancer un là-bas. Et voilà, c'est comme ça que cette aventure a duré 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, j'ai changé de producteur. Je suis indépendant, donc j'ai monté une société dans laquelle je produis mon spectacle, je coproduis mon spectacle parce que j'ai un coproducteur. Mais aussi, l'idée, c'est de produire du contenu, et peut-être des émissions, des films. Je suis en train d'écrire une série. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai une série. Donc si vous avez des CV... Je voudrais maintenant qu'on s'approche plus particulièrement de tous ces personnages, pas paysages, ces personnages que tu crées pour le Grand Cactus. Je ne pense pas que c'est venu du jour au lendemain, cette idée-là. En tout cas, ça a pris une ampleur telle que maintenant tu as remarqué en France, apparemment. J'ai même entendu des gens parler de toi, des écrivains. Leonora Miano, elle a fait une intervention à ton propos. Donc, c'est quand même, ça a passé les frontières, cette affaire. Donc, cette construction de personnages qui était spécifique, qui est assez hallucinante, quoi. Comment petit à petit tu as pu mettre ça en place? Est-ce que dès le départ vous étiez dit avec De Warzé que ça se passerait comme ça, ou au fil du temps il y a eu des évolutions? Alors ça s'est fait assez rapidement, c'est-à-dire qu'avant l'émission Le Cactus, Jérôme De Warzé faisait des chroniques sur la radio, sur Vivacité. Pendant 1 an, il faisait des chroniques, il avait une assez bonne plume. Et un jour, il décide de faire une chronique, je crois, sur un ambassadeur namibien. Il y avait une affaire en relation avec la Belgique. Et il n'avait pas trop d'inspiration, et il m'appelle et il me dit bon, je vais quand même pas imiter un ambassadeur namibien. Je lui dis non, surtout pas. Non. Je fais pas ça. Il dit mais toi, est-ce que tu pourrais le faire? Je dis mais je sais pas comment il parle. Et en disant je sais pas comment il parle, je dis ben justement, je peux le faire, puisque personne ne sait comment il parle. Et donc j'ai imité l'ambassadeur namibien, et sans savoir, c'était une caricature. Mais je préférais le faire moi plutôt que lui. Et puis la semaine d'après, il m'a dit bon, alors tu me diras peut-être je suis fou, mais il y a un scandale dans le cyclisme avec un médecin espagnol. Je ne sais pas imiter les médecins espagnols. J'ai dit, ben, tu sais que tu peux m'appeler. Et donc j'ai imité un médecin espagnol dont personne ne connaît la voix, puisqu'il ne parle même pas français. Et puis j'ai fait la même chose avec la reine d'Angleterre. J'ai fait en français. Et j'ai fait la même chose avec la reine des Pays-Bas. Et je me suis dit, voilà, on a un concept. En fait, on peut imiter des gens dont personne ne connaît la voix en français, puisqu'ils ne parlent pas en français. On n'a jamais entendu la reine des Pays-Bas, donc je peux l'imiter, personne ne sait si je le fais bien ou pas. Et c'était un petit peu ce qui nous a motivés quand on a fait le Cactus. Il a dit, ben voilà, toi tu fais ce que tu sais faire, tu vas imiter des personnalités dont on ne connaît pas la voix, et de temps en temps, certains personnages dont on a tous la référence. Alors moi, je ne suis pas du tout imitateur, mais je fais un travail... je fais en sorte, si vous voulez, d'incarner, de saisir une gestuelle, des mimiques, et l'illusion fait qu'on a l'impression que j'imite plus ou moins bien certains. Alors, je sais que j'en fais mieux certains que d'autres, mais on retient toujours les mêmes finalement. Et sur une saison, il y a 17 émissions, et je crois qu'il y en a toujours 2 ou 3 qu'on retient par saison. Et donc, tout le reste, en général, c'est pas terrible, mais c'est noyé dans les 2-3 réussites que je fais. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que je travaille. Beaucoup d'observations, je regarde beaucoup d'interviews, je regarde... parfois, je fais en boucle, je regarde juste une gestuelle,
la manière de mettre la bouche, de mettre sa bouche, un mot, un râle. C'est vraiment sur les détails que je vais chercher ce qui va permettre de créer l'illusion. C'est mon téléphone, je crois. Ok. Mais donc finalement, voilà, tu en es venu quelque part à incarner cette émission réellement. Hein, je veux dire, il n'y a pas de grand cactus sans Cody. Je crois que tous les autres peuvent disparaître sauf toi. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des petits sentiments comme ça, de jalousie, d'inquiétude de la place que tu prends Est-ce que tu n'as pas dû quelque part te faufiler au milieu de tout ça? Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'une vedette d'origine afro-descendante prend cette place-là. Ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu appréhendé. Mais mon père était diplomate et donc j'ai un petit peu appris à anticiper et éviter tout ça. J'ai toujours fait en sorte de jamais me mettre en avant. Enfin, de toute façon, c'est pas du tout ma nature. Mais il est arrivé, par exemple, on me donne un peu trop de place dans l'émission. J'ai demandé à en avoir un peu moins parce que je voulais justement pas créer de jalousie. C'est vrai que je suis conscient de ce que je représente dans cette émission aujourd'hui, mais c'est d'abord un travail d'équipe, ça on ne peut pas le nier. Il y a 5 auteurs, il y a le réalisateur, il y a les camarades de jeu qui donnent la réplique, et donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et il y a certainement des gens il y a toujours de la jalousie, ça doit exister, mais bon, moi je les vois pas, je les évite un petit peu, et je fais en sorte surtout d'avancer, mais pas d'avancer seul, quoi. C'est toujours un travail en groupe, et voilà, je pense que c'est la meilleure manière de se préserver justement de tous ces maux.